Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au Salon Congo, une émission pour ceux qui font l'actualité en République démocratique du Congo. Nous parlons politique, économie, culture, santé, religion. Et aujourd'hui, nous avons un invité pour nous et je vous invite à le découvrir dans cet élément que nous propose la rédaction. Et on se retrouve juste après. Patrick Muyaya Katembwe est l'un des rares jeunes députés en République démocratique du Congo. Élu à Kinshasa en 2011 sur les listes présentées par le parti lumumbiste unifié PALU d'Antoine Gizenga dans le district de la Lukunga, ce jeune parlementaire congolais, qui a également été le conseiller principal chargé de la communication et de la presse de l'ex-premier ministre chef du gouvernement Adolphe Muzito, a débuté sa carrière professionnelle en journalisme. Rapporteur de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre basse du Parlement de la RDC, et dans la perspective des élections à venir, Patrick Muyaya plaide pour l'enrôlement sur les listes électorales des Congolais ayant atteint 18 ans. Il y a quelques mois, Kinshasa avait connu une hausse vertigineuse du coût d'Internet mobile qui avait fini par désorienter les consommateurs. On se rappelle que le jeune député national avait, face à cette situation, adressé le vendredi 27 mai 2016 une question écrite au vice-premier ministre chargé des PTNTIC, Thomas Louaka. Question de redevabilité. Un acte bien apprécié dans l'opinion. Pour certains, Patrick Muyaya avait incarné l'image d'un des défenseurs du pouvoir d'achat, des Congolais en général, et des Kinois en particulier, pour les protéger afin de rendre l'accès à Internet libre et populaire. Aujourd'hui, Patrick Muyaya est l'invité de Salon Congo. Alors, on est de retour sur le plateau de Salon Congo. Vous l'avez découvert, il s'agit de l'honorable Patrick Muyaya Katembwe, à qui je dis bonjour. Bonjour Alain. Honorable, comment se portent les réseaux des jeunes parlementaires de la RDC? Les réseaux de jeunes parlementaires se portent merveilleusement bien. Vous connaissez la conjoncture globale dans laquelle nous évoluons, mais nous pensons que, puisque nous sommes positifs, nous pensons que nous nous portons bien et on essaye de nous déployer pour cette session qui a repris. Alors, nous allons parler situation politique dès l'heure. Il y a le rassemblement qui appelle à un régime spécial après le 19 décembre. Il y a une marche qui est annoncée le 19 octobre par la majorité. Kinshasa est un peu en ébullition. Vous êtes président du réseau des jeunes parlementaires de la RDC. Le réseau a récemment pris position. Nous avons lu le communiqué un peu partout, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut comprendre la motivation derrière cette prise de parole? D'abord, nous sommes un réseau de jeunes parlementaires qui a été récemment institué par les présidents de l'Assemblée nationale, l'honorable Baminakou. Ces réseaux regroupent les jeunes parlementaires de moins de 40 ans élus sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À ces jours, nous sommes 38. Et pourquoi nous avons voulu d'abord créer ces réseaux? Puisque nous pensons que les questions de jeunes doivent être portées et mériter toute l'attention qu'il faut. Et nous pensons qu'en tant que parlementaires, nous sommes acteurs et qu'il était bon qu'on se mette ensemble pour qu'on voie dans quelle mesure on peut arriver à des résultats plus rapidement, puisque on est fort en politique que quand on sait se mettre ensemble, que quand on sait travailler en réseau, comme nos mamans le font dans le caucus de femmes. Mais nous avons pris une position effectivement, puisque vous savez que nous venons de rentrer le 15 septembre dernier, et nous avons tous vécu de près ou de loin les tristes événements du 19 et du 20 septembre. Et je crois qu'il y a eu, dans les nombres de victimes qu'il y a eu, je n'entre pas dans leur guerre de chiffres, mais je crois que c'est essentiellement des jeunes gens qui sont morts. J'en ai vu d'autres qui laissent des orphelins de 3-4 ans. Je pense que c'est quelque chose d'assez poignant et nous avons voulu dire notre solidarité et toutes nos condoléances aux familles qui ont été décimées par cela. Et nous avons tenu à rappeler aux uns aux autres que ce n'est pas par la violence, que nous répondrons aux défis majeurs sur lesquels notre jeunesse nous attend. Notre jeunesse nous attend pour avoir plus d'accès à l'éducation, plus d'accès aux soins de santé, plus d'accès à l'emploi. Donc, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui et ceux qui y aspirent demain doivent le savoir, que l'urgence n'est pas d'aller à tout prix utiliser toutes les voies
pour chasser les autres ou pour maintenir les autres, mais l'urgence, c'est de voir comment nous donnons une réponse à cette jeunesse montante qui a de plus en plus soif de tout. Et donc, en tant que regroupement de parlementaires, nous avons voulu prendre position pour rappeler aux uns aux autres le rôle qui est les leurs et la nécessité, puisque tout le monde parle du dialogue, la nécessité d'aller vite, puisque dans tout ce que nous faisons, l'État n'est pas du tout notre allié. Alors, honorable, nous avons suivi l'intervention du porte-parole du gouvernement, le ministre Lambert Mende. Il est passé sur une chaîne internationale. Il a dit haut et fort que la constitution de la RDC n'oblige pas le chef de l'État à une quelconque déclaration sur son avenir politique. Je fais allusion aux 2 mandats déjà prévus par la Constitution. Et vous êtes parlementaire. Comment vous réagissez par rapport à cette prise de parole du ministre de la Communication? Bon, de toute façon, moi j'observe simplement que nous faisons ce que nous savons le mieux le faire. Les querelles politiciennes, de part et d'autre, j'ai l'impression qu'il n'existe que des faucons, aussi bien dans la majorité ou dans l'opposition, mais je crois que dans ces 2 familles politiques, il existe aussi des colombes, de personnes qui peuvent privilégier les solutions rapides. Les problèmes, fort malheureusement, j'ai l'impression que nous faisons de la politique et nous faisons une politique de mauvaise foi. Nous faisons une politique de mauvaise foi et puisque nous faisons une politique de mauvaise foi, nous prenons toujours de positions extrêmes. Et lorsque vous prenez des positions extrêmes, vous êtes au bord du gouffre, fort malheureusement, puisque quand vous êtes à l'extrémité, vous êtes à un pas de la chute. Et donc, moi, de mon point de vue, je considère que le problème ne devrait pas se poser de cette manière-là, puisqu'il y a une constitution qui a été adoptée. De mon point de vue, c'est la plus grande œuvre commune de la classe politique congolaise de ces 15 dernières années. Et cette constitution, elle est bien claire dans ses dispositions. Il faut qu'on la lise et qu'on la lise pleinement. Je sais qu'il y a un principe des continuités de l'État qui existe, qui veut que les institutions qui n'ont pas été remplacées courent. C'est un principe basique. Mais après, il y a peut-être les honorables Lutundula ou Olivier Kamitatu, Mwando Simba, qui ont travaillé à la rédaction de cette constitution de l'époque, qui peuvent nous dire quel était l'esprit du constituant en fonction de l'esprit du constituant pour ce qui concerne la fin de mandat. J'ai eu une très très longue discussion avec Bob Kabamba à ces sujets, qui était parmi les experts qui ont rédigé cette constitution. Eh bien, dans cette constitution, dans son esprit, on n'a jamais prévu un seul moment où les présidents de la République ne seraient pas en mesure d'agir au regard de toutes les contingences et de toutes les situations politiques que nous avons. Mais bon, il y a très peu de places qui sont accordées à des arguments de cette nature au moment où nous sommes. Mais j'observe que dans les 2 camps, on parle de dialogue. Alors, allons-y rapidement, trouvons la solution, puisque nous n'avons jamais été si nombreux dans ce pays. Nous n'avons jamais été autant confrontés à des défis d'ordre existentiel du pays même et de la survivance de ses citoyens. Je crois que nos politiques feraient mieux, nous politiques, nous ferons mieux d'aller vite à la solution. Puisque votre émission, c'est une émission où les questions sont récoltées sur les réseaux sociaux. Moi, je suis sur les réseaux sociaux, que je vis comme un déversoir. Quand je lis ce que les internautes d'ici et d'ailleurs nous écrivent en tant que politiques, je me rends compte de plus en plus du fossé qui existe, du déficit de confiance qui existe entre ceux qui sont aux manettes du pays, majorité comme opposition, et ceux qui sont en train de nous observer. Le peuple nous attend sur des solutions concrètes et le peuple ne nous attend pas sur des querelles ou des polémiques politiciennes. Puisque vous venez de parler des réseaux sociaux, on va faire une parenthèse. Vous avez été récemment à New York et on vous a vu publier sur les réseaux sociaux, notamment sur votre compte Twitter, une photo selfie avec le président du Rwanda. Vous avez de l'estime pour lui parce qu'on a vu il y avait beaucoup de réactions négatives et positives là-dessus. Oui, d'abord, merci de me poser cette question puisque ça me donne l'occasion d'y répondre puisque je n'ai pas voulu faire de la polémique à ces sujets-là. Je crois d'abord que cette photo a été sortie de son contexte. J'étais à New York dans une conférence de haut niveau avec des chefs d'État à une dizaine du continent africain où nous avions parlé du dividende démographique.
Et donc, au cours de cette réunion, il y a eu des apartés, il y a eu des moments comme ça où vous terminez la réunion, où vous avez l'occasion de faire des salutations, de discuter. Il se trouve que le président du Rwanda, c'était le président qui était géographiquement le plus proche de la RDC. Donc, nous avons eu des petits moments de chance sur le sujet. Et puis après, moi, je suis un grand fan des photos. Je ne pouvais pas me priver de prendre des photos, comme il en existe d'ailleurs plusieurs sur mon compte Twitter, notamment avec les présidents du Nigeria ou d'autres chefs d'État. Mais il se trouve que par inadvertance, puisque cette photo initialement, je n'avais pas prévu de la publier, il y en a beaucoup que je ne publie pas non plus, mais il se trouve que par inadvertance, vous connaissez le piège des réseaux sociaux. Un ami l'a balancé de bonne foi, je présume, et donc après je me devais moi-même de l'assumer et j'ai publié plusieurs photos des personnalités avec lesquelles j'ai eu l'occasion d'échanger durant mon séjour new-yorkais. Mais malheureusement, j'ai observé que cette photo a été sortie de son contexte pour faire l'objet de plusieurs commentaires. Je sais que cette photo, elle a choqué beaucoup des compatriotes, je m'en excuse sincèrement, des compatriotes de bonne foi, puisqu'il y a d'autres de mauvaise foi qui n'ont pas voulu voir les autres photos, mais qui ne se sont attardés que sur ça pour trouver le prétexte justement de critiquer et de déverser la bile, tout ce que nous pouvons déverser. Moi, je suis de ceux qui pensent, puisque nous venons de la jeune génération, qu'il y a possibilité de construire un Congo grand. Et on ne peut pas avoir une ambition de grandeur pour ces pays et considérer que nous avons des rancunes, entre guillemets, où nous considérons que nous devons être en situation permanente de guerre et de conflits, encore qu'officiellement. Ou de vouloir régler des comptes. Ou de vouloir régler des comptes. Avec nos voisins. Je sais aussi une chose, c'est que la justice humaine, elle existe. Et je sais que les Congolais, nous avons été plusieurs fois blessés dans notre âme du fait de l'attitude de nos voisins. Mais ce n'est pas seulement le voisin de l'autre côté, mais avec plusieurs voisins, on a observé ce qui s'est passé avec Brazzaville il y a quelque temps. Mais moi, j'observe et je note que nous, de la jeune génération, nous devons être courageux pour affronter les défis qui sont les nôtres. Je suis rapporteur de la Commission Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Nous avions effectué il y a quelques années une mission à Kigali où pendant une semaine, on a fait le point de ce qu'était la CEPGL. Mais dans la CEPGL, c'était les grands Congos qui secouraient de manière permanente les Rwandais et les Burundis. Je crois que moi, vous et beaucoup qui ont écrit sur les réseaux sociaux ont cette ambition de grandeur pour le Congo. Et vous ne pouvez pas devenir grand si vous ne transcendez pas certaines émotions, si vous n'arrivez pas à un moment ou à un autre vous dire « bon voilà, là nous passons, nous devons monter ». On a des exemples dans l'histoire mondiale. La France et l'Allemagne aujourd'hui qui sont moteurs de l'Europe ont connu leur pire moment 1940-1945. Les Américains ont bombardé Hiroshima avec la bombe atomique, s'il vous plaît, mais les Américains ont travaillé avec le Japon et de faire du Japon la troisième puissance mondiale. Moi, je considère que la RDC, dans l'ambition de grandeur que nous avons, il est possible que nous puissions construire des relations d'intérêt, puisque entre les États, il n'existe pas des sentiments, des relations d'intérêt qui peuvent nous permettre de devenir grands. Ces relations d'intérêt passent par les différents pays voisins d'abord. L'Angola avec lequel on se querelle autour de l'exploitation du pétrole sur notre plateau continental. On a vu récemment comment nos frères ont été expulsés de Brazzaville. Et d'ailleurs, sur cette question, j'avais interpellé en son temps le ministre des Affaires étrangères. Et qu'est-ce que ça a donné à l'époque? Non, ça veut dire que le ministre des Affaires étrangères nous a expliqué, fort malheureusement, on n'a pas tenu compte du caractère humain qui devait être attaché à ça, mais fort malheureusement, beaucoup de nos compatriotes n'avaient peut-être pas le titre régulier. Mais je crois, moi, de mon point de vue, que nous avons les meilleurs pays de tous les pays de la région. C'est la preuve de toutes ces convoitises. Est-ce que nous-mêmes, en tant que compatriotes, nous avons la conscience de ce qui représente notre pays? Puisqu'il faut, à un moment donné, qu'on arrête de penser que notre malheur vient des autres. J'observe avec beaucoup de peine, et je ne sais pas ce que penserait Patrice Emery Lumumba de sa tombe. J'observe que ça fait une année, presque, jour pour jour, que le président Kabila essaie d'inviter les compatriotes congolais à venir dialoguer.
quelles que soient les motivations, les soupçons, les susceptibilités, les tendances. Mais je crois que le fond du dialogue est connu. On veut parler des élections, on veut parler de notre pays. Mais beaucoup ont tendance à s'appuyer sur ce qu'on appelle la communauté internationale et tout le reste, puisqu'on pense que nous-mêmes, on n'est peut-être pas en mesure de nous entendre et de trouver la solution entre nous. Mais lorsque dans un couple, vous faites venir une troisième personne, moi, il y a une maman qui me dit toujours que Patrick, dans un couple, la troisième personne qui arrive, c'est les diables, puisque la troisième personne qui arrive a son propre agenda. Et quelle est la nature des rapports que nous avions entretenus par les passés avec ces pays occidentaux? Est-ce que ce que nous faisons reflète ce que nous devons devenir? Est-ce que ce n'est pas cela, céder un peu une partie de notre souveraineté? Non, je suis de ceux qui pensent que les Congolais, nous devons prendre le courage de trouver des solutions à nos problèmes nous-mêmes, quelles que soient nos susceptibilités, puisque nous tous, ce que nous voulons, majorité, opposition, c'est le développement du Congo. Il y a un commentaire qui a été posté sur la page Facebook de l'émission. Il y a Madame Eulalie Bibi Mufungizi qui dit « Lorsque le gouvernement congolais recourt à l'extérieur pour organiser les élections, est-ce que c'est parce que l'extérieur aime les Congolais ou le Congo ?» Mais vous pensez que l'extérieur les fait des bons yeux ou de bons, enfin simplement puisqu'ils doivent le faire? Je crois qu'ils les font puisqu'ils ont des intérêts et puisqu'ils ont ils sont en partie responsables de ce qui se passe dans ce pays. Souvenez-vous de premières années de l'indépendance, puisque le problème est parti de là. En réalité, ce que nous avons obtenu par la main gauche, on a tenté de nous le reprendre par la main droite. Ce n'est pas des gaietés de cœur qui les font. Et fort malheureusement, nous tous, on n'a jamais fait un effort, nous, Congolais, pour transcender nos divergences et être unis et faire front pour dire, bon voilà, nous les Congolais, nous décidons dorénavant de régler nos problèmes que nous-mêmes. Moi, je dis toujours que la communauté internationale fait partie de notre classe politique, qu'on le veuille ou pas. Lorsqu'il y a des problèmes avec l'opposition, les amis de la majorité vont voir les diplomates, ben voilà, ils se plaignent, et vice-versa. Nous avons même eu dans ce pays ce qu'on a appelé Comité international d'accompagnement de la transition. Nous avons mis dans nos institutions à un moment ou à un autre la communauté internationale. Donc elle est partie intégrante de notre classe politique. Alors, honorable, je vous en prie. Allez-y, non, allez-y. Alors, on va, avant de prendre une ou deux questions sur ce que vous faites pour les enfants, l'éducation, le rassemblement évoque un régime spécial au 19 ou après le 19 décembre. Il y a la CENI qui a proposé un calendrier qui nous emmène en dehors de la date. Nous avons suivi, je l'ai dit tantôt, le porte-parole du gouvernement qui a dit que le président de la République n'a pas le droit, sinon il violerait la Constitution, de fixer une date sur les élections. Alors, vous, personnellement, vous pensez que et le rassemblement et la majorité qui finalement viole la Constitution? Parce que c'est clair qu'au 19, il y aura pas élection, il n'y aura pas de président élu. Alors, avant de continuer, moi, il y a une phrase que j'ai dit souvent. Je refuse de souffrir d'une forme de cécité volontaire. Il est clair que dans les délais prévus, nous n'aurons pas des élections. Et ça fait 6 mois, 7 mois que tout le monde le voit, mais personne ne veut vraiment en parler. On fait semblant, comme si nous ne voyions pas les murs dans lesquels nous allons. Première chose, les élections sont une question technique. On peut dire tout ce qu'on veut. Les élections requièrent une organisation méticuleuse. Les élections requièrent une attention soutenue. J'ai fait un peu d'architecture. C'est un peu comme quand vous voulez faire un béton. Vous n'avez pas un béton avant 3 semaines. Et donc, les élections, il y a des délais incompressibles qu'il faut prendre en compte. De mon point de vue, il faut dissocier ce qui est technique de ce qui est politique. Le problème politique que nous avons, c'est que nous arriverons à une situation non prévue par les constituants, où nous arrivons en fin mandat, on n'a pas eu l'occasion d'organiser les élections. Ça, c'est un problème politique qui requiert une solution politique. Je crois savoir que c'est pour ça que les deux camps soutiennent l'idée du dialogue. Mais les élections sont à mettre de côté. J'ai été candidat en 2011. Si les prochaines élections doivent être celles que nous avons connues en 2011, eh bien, je ne sais pas si je serai encore candidat, puisqu'il n'y a rien de plus stressant, il n'y a rien de plus déstabilisant
que de savoir que les peuples vous ont donné de voix et de voix que vous n'avez pas retrouvées. Et ça, vous créez, vous pensez résoudre un problème de légitimité, mais vous en créerez des milliers de problèmes. Et c'est même, de mon point de vue, l'essence de problèmes que nous connaissons aujourd'hui. 2011. C'est les mauvaises ou les élections pas très crédibles que nous avons connues qui justifient la crise actuelle dans laquelle nous nous trouvons. Et donc, nous devons avoir le courage, monsieur Alain, je vais dire par là, vous parliez du ministre Alain Mende qui disait hier que le président avait dit qu'il respecterait la Constitution. Et donc, ça signifie qu'il ne sera pas candidat. Ça signifie aussi que les élections que nous aurons, ce sont les élections, de mon point de vue, les plus importantes de l'histoire de ce pays. Puisque, pour une première fois, nous devons arriver à l'alternance au pouvoir. Alternance, ça ne veut pas dire que ce soit quelqu'un de l'opposition, mais qu'il y ait un changement des présidents avec une transition pacifique du pouvoir. Dans un pays où nous avons constamment connu de problèmes de légitimité, je pense que pour les élections qui viennent, nous devons être sûrs que l'homme qui sortira des urnes est l'homme qui a été véritablement porté par le peuple congolais. Puisque cet homme qui viendra a besoin d'avoir cette communion avec... Puisque si vous n'avez pas le soutien du peuple dans toutes les actions politiques que vous faites, vous n'irez nulle part. Les développements, vous avez les gouvernements qui viennent préparer le cadre et vous avez les peuples qui s'épanouissent dans ces cadres et qui apportent sa contribution. Ici au Congo, nous n'avons jamais créé l'État, entre guillemets, puisque l'État, c'est une création commune. Vous, M. Tshibanda, moi, M. Mouyaya et les amis qui nous aident à enregistrer cette émission, nous cotisons. Et l'État, puisqu'il est censé être au milieu de nous, équilibre. Il assure l'accès à l'éducation, il assure l'accès à la santé, il assure l'accès à des infrastructures, il assure l'accès à la justice et régule la société. C'est cela l'État. Et de mon point de vue, cet État, nous ne l'avons pas encore collectivement créé. Donc nous avons des enjeux, des responsabilités qui nous imposent aujourd'hui des solutions radicales et courageuses. Très souvent, moi, je parle de questions de démographie. Et les gens, très souvent, quand j'en parle, j'ai dit, moi, je pense que dans les conditions actuelles, notre démographie est un problème plus qu'un atout. Vous avez tweeté récemment que la seule croissance que le Congo a connue, c'est la croissance démographique. Mais, M. Tshibanda, j'observe avec vous que chaque année, nous produisons 2 millions de compatriotes. Chaque année, nous produisons donc un Gabon ou un peu plus qu'un Gabon, des pays. Chaque année, nous produisons la moitié du Congo-Brazza. Le président gabonais a été élu par 600 000 électeurs, ce qui équivaut à ma circonscription, une seule circonscription de Kinshasa. Ça vous donne déjà une idée des proportions. Aujourd'hui, lorsque je regarde, puisque je travaille beaucoup dans les secteurs de l'éducation, lorsque je regarde les gaps, nous avons 3, je n'ai pas les dernières statistiques, mais c'est au moins 3 à 5 millions des enfants en âge de scolarité qui ne vont pas à l'école. Qu'est-ce à dire? Je peux vous donner d'autres chiffres. On dit que la RDC, c'est 60% des jeunes de moins de 25 ans. 60% de moins de jeunes de 25 ans dans une population estimée, je prends le taux le plus bas, 70 millions. 60%, ça fait 42 millions. Combien de jeunes avons-nous inscrits dans les universités? Au maximum, au grand maximum, c'est 1 million. Combien ont été inscrits à l'école? Au grand maximum, c'est 15 millions. Vous avez 16 millions sur 42 millions qui ont accès à l'instruction formelle. Où sont les autres 26 millions? Encore qu'il faut s'assurer que ceux qui vont à l'école, il n'y a pas de déperdition scolaire à ce niveau-là. Encore qu'il faut s'assurer que ceux qui sortent des universités sont bien formés. Et je n'entre même pas encore dans les débats du contenu de ce qu'on enseigne à nos enfants et de ce qu'on enseigne à nos étudiants. Vous voyez la profondeur des défis que nous avons. Les gouvernements ont lancé un programme ambitieux de construire 1000 écoles par an, mais même en construisant ces 1000 écoles, nous aurons du mal à atteindre les ratios qui veut que pour une école de niveau primaire, que vous ayez 20 élèves pour un enseignant et tout le reste. Donc vous voyez que les gaps sont très importants et que si nous aujourd'hui, nous ne prenons pas, nous ne regardons pas les choses froidement pour dire, bon voilà, nous allons prendre des mesures courageuses. Je ne demande pas qu'on prenne des mesures à la chinoise, enfant unique, non, mais je demande, puisque je sais que dans notre culture, les enfants sont une bénédiction, mais
plus qu'une bénédiction, plus qu'une grâce, les enfants, c'est aussi une responsabilité. Il faut investir dans un enfant pour qu'il soit en mesure demain de les vivre. Aujourd'hui, nous avons des phénomènes que nous décrions souvent, les phénomènes Kuluna, qui est très différent des Chegué, puisque les Kuluna, c'est parfois des enfants qui vivent en famille, mais qui n'ont pas des revenus et qui vont et qui acceptent de faire la violence. Dans la criminalité, fort malheureusement. Si vous observez, ces jeunes gens, c'est plus pour un téléphone, c'est plus... jamais vous n'entendrez qu'un Kuluna a piqué 1 000 $, puisque dans leur environnement immédiat, il n'y a pas de gens qui ont accès à des tels montants. Je condamne vivement, fortement ces phénomènes. Je les combats, nous devons le combattre. Mais la meilleure manière de le combattre, nous devons attaquer le mal à la source. Et donc, le mal à la source, c'est d'abord regarder aussi comment nous faisons nos enfants, comment on les encadre, comment ils vont à l'école, et quand ils terminent l'école, qu'est-ce qu'ils font. J'observe aussi que nous sommes tous formés dans les mêmes filières. Nous sommes tous des IESiens, nous sommes tous des juristes, nous sommes tous des économistes, mais nous sommes un pays de mines. Avons-nous une école de mines? Formons-nous de miniers? La faculté des Polytechniques, c'est l'une des facultés les moins populaires ici, mais demain, avec l'ambition de grandeur que je caresse, demain, si nous devons passer par une industrialisation, qui viendront être nos ingénieurs? Exactement, un problème d'orientation. Merci d'avoir soulevé cette question. On va terminer Salon Congo avec Mouyaya, Patrick, honorable. Merci d'avoir accepté de participer à l'émission de ce jour. On vous voit souvent très actif sur la question de l'éducation et de l'enfant. Alors, je vais vous donner la parole pour clôturer l'émission en nous disant ce que vous voyez comme RDC par rapport à la situation de l'enfant et quels sont, quelle est votre vision? Au moment d'ailleurs, nous parlons, aujourd'hui on célèbre la jeune femme. C'est l'occasion de saluer toutes les jeunes femmes de mon pays. Elles sont nombreuses, elles sont dynamiques, elles ont de l'ambition. Moi, je suis de ceux qui pensent que les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Bon, après, ce sera un débat, mais je crois que si nous aidons, si nous assurons que nos jeunes femmes aient l'accès à l'éducation autant que nous, les femmes pourront représenter un véritable atout pour ce pays demain. Pourquoi l'éducation? Pourquoi les enfants? Puisque c'est là le présent et c'est là l'avenir. Il y a un passage biblique qui dit « Instruis ton enfant dans la voie du Seigneur, quand il grandira, il s'en dérobera jamais ». C'est les moments pour nous, je l'assume, c'est les moments pour nous de montrer à ces enfants les chemins de la grandeur du Congo que nous caressons, les chemins de la victoire que nous aurons et les chemins de la toute-puissance que nous reprendrons au-dessus de tous les pays de la sous-région, d'abord pour commencer, mais aussi de tous les continents et pourquoi pas du monde. Nous en avons le potentiel. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission de ce jour. Honorable Patrick Mouyaya, je vous remercie. Mesdames, messieurs, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la fois prochaine avec un nouvel invité. Pour rappel, nous avons reçu aujourd'hui l'honorable Patrick Mouyaya Katembwe. Il est député du Palou et président du réseau des jeunes parlementaires en République démocratique du Congo. Merci. À la prochaine.